Présent au sommet États-Unis-Afrique où il représentait le chef de l'État, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu en audience plusieurs investisseurs et responsables d'institutions de financement et de développement. Au centre des échanges, les possibilités de faire des affaires en Côte d'Ivoire. Un peu plus de 1000 morts, voilà l'œuvre du virus Ebola qui continue de sévir en Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, le gouvernement met tout en œuvre pour que cette épidémie jamais ne franchisse les frontières du pays. Il vient d'annoncer des mesures préventives face à l'épidémie. Et puis, dans ce journal, nous nous rendrons également au Niger et au Burkina Faso où 6 millions de personnes environ sont menacées par la crise alimentaire. Bonsoir, mesdames et messieurs, et merci de choisir RTI 1 pour vous informer. Commençons ce journal par le sommet États-Unis-Afrique qui a pris fin mercredi dernier. Le Premier ministre y a représenté le chef de l'État. En marge de cette rencontre, Daniel Kablan-Duncan a rencontré plusieurs investisseurs et responsables d'institutions de financement et de développement. Il a échangé avec eux sur les possibilités de faire des affaires en Côte d'Ivoire. Viviane Aïma était notre envoyée spéciale à Washington, sans compte rendu. Ce séjour américain a été mis à profit par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan pour vendre la destination Côte d'Ivoire aux investisseurs américains. Mercredi, en début de soirée, le Premier ministre était l'invité d'un dîner organisé par la communauté des hommes d'affaires et la Chambre de commerce des États-Unis. Occasion saisie par le chef du gouvernement ivoirien pour entretenir l'auditoire sur le climat favorable aux affaires en Côte d'Ivoire grâce aux efforts du président de la République Alassane Ouattara pour amener la paix et la réconciliation dans son pays et sur les progrès déjà réalisés au plan économique et l'ambition du chef de l'État pour la Côte d'Ivoire. Un exposé suivi avec intérêt par les hommes d'affaires américains. Le lendemain, jeudi, le Premier ministre recevait une délégation de Merlins Group, important groupe d'entreprises dont le chiffre d'affaires est de l'ordre de 150 milliards de francs CFA. On a plusieurs projets. Notre groupe est très engagé sur la Côte d'Ivoire, qui est un pays très important pour avoir ce qu'on appelle le gateway sur les États-Unis. Donc la Côte d'Ivoire nous intéresse dans plusieurs domaines, dans le domaine de l'hospitality, hôtellerie, le tourisme. Elle nous intéresse dans le domaine de logistique, plateforme logistique, pour créer une certaine fluidité dans le commerce et les échanges internationaux. Nous retournons en Côte d'Ivoire d'ici le mois d'août, la fin du mois d'août, avec une équipe de banques, des banques américaines et des banques régionales, pour venir finaliser. Et des chantiers sont en cours qui vont connaître une accélération d'ici la fin de l'année. Cet appel de la Côte d'Ivoire à l'investissement américain trouve un écho favorable auprès de l'Overseas Private Investment Corporation, l'OPIC, une institution financière chargée de soutenir l'investissement privé américain à l'extérieur. Nous avons eu l'honneur de parler avec votre Premier ministre ici pendant une demi-heure pour parler des moyens que nous pouvons encourager l'investissement des États-Unis vers la Côte d'Ivoire, d'encourager ce genre de financement. Et nous avons parlé de plusieurs possibilités des sociétés américaines qui ont intérêt d'investir, par exemple, dans le secteur énergie, le secteur minier, le secteur tourisme, agricole, télécommunications. Donc, tout ce genre de secteurs sont très intéressants pour les investisseurs américains. Et nous sommes là pour leur fournir le financement et l'assurance pour faire en sorte à ce que ces investissements arrivent. La page santé de ce journal est consacrée exclusivement à la fièvre hémorragique Ebola qui continue de sévir dans la sous-région ouest-africaine. En Côte d'Ivoire, le département de Toulepleu ne veut pas se laisser surprendre par ce virus. Les autorités locales, avec à leur tête le préfet Diarra Karim, continuent la sensibilisation. Éric Goré et Herman Niamien reviennent de Toulepleu. Leur reportage. Situé à 20 km du Libéria, le département de Toulepleu est aussi menacé par la fièvre d'Ebola qui sévit déjà dans ce pays frontalier à la Côte d'Ivoire. Ici, les dispositions sont prises, les habitudes alimentaires ont changé. Les populations disent respecter les consignes du gouvernement. Avant de manger, d'abord je lave la main, je contrôle la nourriture que je dois manger dans les restaurants quand je sors hors de Toulepleu. Quand je m'en vais au dehors, je salue les gens.
Quand je reviens à la maison, je lave ma main avec savon. Le directeur départemental de la santé, quant à lui, rassure et met fin aux rumeurs qui font croire que l'Ouest est touché par cette maladie. La fièvre Ebola est effectivement à notre porte, puisque 2 pays limitrophes sont touchés, que sont la Guinée et le Libéria. Mais pour le moment, ce que nous pouvons dire, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas encore eu de cas. Le préfet du département, Diarra Karim, a fait fermer 2 marchés et installer un poste de contrôle avancé sanitaire pour filtrer toute entrée sur le territoire national. Un stand d'isolement est déjà installé pour éviter la contamination au cas où cette maladie rentrerait sur son territoire. Diarra Karim demande tout de même à la population de respecter toutes les consignes de protection. Il y a une série de mesures que le gouvernement a édictées. Ces mesures-là concernent essentiellement l'interdiction de la consommation de la viande de brousse, mais il y a également l'interdiction de manipuler des animaux trouvés morts en brousse. Des efforts sont consentis chaque jour à tout le pleu pour la protection de la population contre le virus d'Ebola. Cependant, d'autres choses restent à faire. Le renforcement du personnel du poste de contrôle avancé sanitaire pour le rendre plus efficace. Les pays d'Afrique de l'Ouest ont intensifié ce week-end leurs efforts pour contenir l'épidémie d'Ebola, responsable de près de 1000 morts, et espèrent pouvoir recourir à un anticorps expérimental ou un vaccin en cours d'élaboration. Et l'OMS ayant déclaré la maladie à virus Ebola comme étant une urgence de santé publique de portée mondiale, le gouvernement de Côte d'Ivoire décide de la suspension jusqu'à nouvel ordre des vols Air Côte d'Ivoire à destination et en provenance des pays affectés par la maladie à virus Ebola. L'interdiction jusqu'à nouvel ordre à toutes les compagnies aériennes de transporter des passagers en provenance des pays touchés par la maladie à virus Ebola à destination de la Côte d'Ivoire. Tous les passagers à leur arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny seront soumis à la prise de température avec le thermomètre à infrarouge. La mise en place d'un dispositif de lavage des mains dans les aéroports, le renforcement des mesures de contrôle sanitaire et de screening aux frontières terrestres, aériennes et maritimes, avec une forte implication des autorités préfectorales, coutumières et religieuses. Le renforcement de la protection sanitaire des agents de santé dans l'exercice de leurs fonctions au poste avancé comme dans les établissements sanitaires. La mise en place d'un dispositif de prise en charge des éventuels malades, l'information des populations sur les mesures d'hygiène prises dans les lieux de grands rassemblements tels que les hôpitaux et les administrations publiques, les dispositions et mesures préventives prises jusqu'à ce jour restent en vigueur. Par ailleurs, le gouvernement recommande aux populations de se laver régulièrement et soigneusement les mains à l'eau et au savon, d'éviter de serrer les mains et de faire des accolades. Pour rappel, la maladie se propage surtout à partir des fluides corporels, c'est-à-dire la sueur, le sang, la salive, etc. Ces mesures entrent donc en vigueur le 11 août, c'est-à-dire à minuit, donc dans moins d'1 heure. Célébrée le 5 juillet de chaque année depuis 1983, la journée nationale de l'arbre pour cette année aura lieu demain lundi et c'est la ville de Mans qui a été choisie par le ministère des Eaux et Forêts pour cette célébration. Plantons des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique. Et voilà le thème de l'édition 2014. Reportage Eve Boué dans un commentaire de Franck Quadio. Le continent africain, continent à moitié constitué de zones arides et forestières, est particulièrement vulnérable aux effets du réchauffement climatique. La Côte d'Ivoire n'y échappe pas et les défis à relever, surtout dans le secteur forestier, sont nombreux. Notre pays a entrepris un certain nombre d'initiatives, dont les dernières en date sont la prise en main des forêts classées, l'interdiction du sillage clandestin, communément appelé sillage à façon, l'interdiction d'exploitation du bois au-dessus du 8e parallèle et surtout le nouveau code forestier qui consacre un cadre juridique, politique et stratégique s'articulant principalement autour des axes suivants. La gestion durable et participative des forêts ainsi que la gouvernance forestière, des éléments pour conduire la politique forestière où figure en bonne place le reboisement. Une journée nationale donc pour sensibiliser. Cette journée m'offre donc l'opportunité
d'inviter l'ensemble de la communauté nationale à prendre des initiatives concrètes pour reconstituer le couvert forestier par la mise en défense, la plantation d'arbres et une utilisation rationnelle des ressources forestières. Objectif, obtenir la participation de tous les acteurs et les collectivités. L'édition 2014 de la Journée nationale de l'arbre sera marquée par des actions pratiques de planting d'arbres à travers le pays. Mans a été cette année choisi par le ministère des Eaux et Forêts. Thème retenu, plantons des arbres pour lutter contre le changement climatique. Il existe désormais une chambre de commerce et d'industrie ivoiro-nigériane. Les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, ont procédé à son installation le vendredi dernier. Cette chambre de commerce et d'industrie permettra de renforcer leurs relations commerciales, le Nigeria étant le premier partenaire africain de la Côte d'Ivoire. Juliette Ouéa y était pour RTI 1. On l'écoute. Une chambre de commerce et d'industrie pour renforcer les relations économiques entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. La structure, installée ce vendredi, a un double objectif: faciliter la création d'entreprises ivoiriennes au Nigeria et favoriser l'implantation des investisseurs nigérians en Côte d'Ivoire. Les deux pays entendent ainsi redynamiser notamment leur secteur pétrolier, agricole et industriel. Il faut guider et il faut faire en sorte que vous sécurisez ces investissements. Et ça doit être une priorité pour la Chambre de commerce ivoiro-nigériane. Le Nigeria étant le premier partenaire africain et le troisième partenaire mondial de la Côte d'Ivoire, les opérateurs économiques ivoiriens et nigérians ont salué l'installation de cette chambre de commerce et d'industrie. Plus de 1000 milliards de francs CFA, c'est le montant des échanges commerciaux entre les deux pays. C'est une très belle initiative, parce que le Nigeria, tout comme la Côte d'Ivoire, sont les deux pays moteurs de la sous-région. Donc il est important que le partenariat, les relations économiques entre ces deux pays puissent être concrétisées via l'installation d'une institution comme celle-ci. C'est un projet très très bien parce que ça va nous permettre d'avoir l'idée de tout ce qui se passe entre Nigeria et Côte d'Ivoire et aussi chercher des informations sur les sociétés nigérianes en Côte d'Ivoire et vice-versa. Le conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie ivoiro-nigériane est composé de 13 membres, dont 5 Ivoiriens. Le président de la République s'est adressé à la nation le soir du 6 août dernier, veille du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La réconciliation nationale et la relance économique sont entre autres des sujets abordés par le chef de l'État. Ce soir, 3 responsables de partis politiques nous livrent leur analyse de cet entretien. Ils se sont exprimés au micro de 3 de nos reporters, Victorine Yaoyobwe, Gabriel Zani et Ben Touré. Le président de la République, à la faveur de son message à la nation, a fait un bilan à mi-parcours de la gestion du pays. Nous avons retenu 3 choses essentielles. Le président a relevé que dans la vie d'une nation, qu'il doit y avoir des sujets de consensus national et que la fête de l'indépendance, c'est un de ces sujets-là. Vous vous rappelez que le chef de l'État, candidat d'alors, avait promis qu'il allait changer notre pays. Pour certains, c'était un rêve. Pour d'autres, c'était, de la politique politicienne. Et vous voyez, dans tous les domaines, je dis bien dans tous les domaines, la Côte d'Ivoire a fait un bond en avant. Le chef de l'État a fixé 3 objectifs à son gouvernement. Premièrement, la gestion de la dette intérieure qui permettra aux entreprises nationales d'avoir des ressources, donc favoriser la croissance. La deuxième, c'est le coût de la vie. Donc, le chef de l'État, certainement, tel que je le connais, de façon déterminée, donnera des instructions. La troisième priorité que le président s'est engagé à donner à son gouvernement, c'est, la question de l'emploi, surtout l'emploi des jeunes. Vous voyez, ce troisième pan de l'intervention du président donne espoir
à la nation, donne espoir aux Ivoiriens. Mais il n'a pas oublié d'apaiser les Ivoiriens sur les questions électorales. Tout le monde sait qu'en Afrique, les problèmes d'élection, les périodes d'élection sont des périodes de crise. Et c'est pour cela, de façon patiente, par la pratique d'un dialogue effréné et sans relâche, le chef de l'État recherche toujours le consensus autour des questions politiques, notamment la question de la commission électorale indépendante. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'opposition a rejoint cette commission qui en fait un instrument consensuel où tous les Ivoiriens seront d'accord sur, disons, la question électorale. Donc vous voyez, au plan du passé, au plan du présent, au plan de l'avenir, le chef de l'État s'inscrit résolument dans la gestion de ce pays en accent sa vision, son action sur la philosophie oufouettiste, c'est-à-dire le dialogue, rien que le dialogue pour la recherche d'un consensus national. La particularité de l'intervention du président de la République, c'est que des journalistes sont venus, lui ont posé des questions spontanées et lui aussi a donné des réponses tout aussi spontanées. Dans l'interview du président de la République, il a fait étalage de 3 aspects importants de la vie de la nation. Le premier aspect concerne la situation économique de la Côte d'Ivoire. Lui-même l'a souligné. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a trouvé une Côte d'Ivoire défigurée, une administration qui était en perte de vitesse. Et aujourd'hui, point n'est besoin de vous le dire, il suffit de jeter un regard sur l'ensemble du pays pour se rendre compte des grandes réalisations qui se font dans un cadre de développement global et intégré. C'est à saluer. Le président de la République, au-delà de l'aspect économique, a aussi parlé de la réconciliation nationale. C'est vrai, les autres avaient du mal à s'engager dans le processus de réconciliation nationale, mais de plus en plus, on voit bien que l'horizon s'éclaircit sur la base, bien sûr, des interpellations du président Rikonan Bédié, du président de la République lui-même et tout récemment du président François Hollande. Le troisième aspect de l'intervention du président de la République concerne la situation sociale de ses administrés. Je sais que chaque jour que Dieu fait, lorsque nous allons en conseil des ministres, son souci majeur a toujours été de nous interpeller sur le quotidien des Ivoiriens. En tant que porte-parole du PDCI-RDA, je ne peux que souscrire à ce discours. Dans tous les cas, le PDCI-RDA n'est pas un parti d'opposition aujourd'hui. Nous gérons ensemble la Côte d'Ivoire avec le RDR, l'UDPCI et bien d'autres encore dans le cadre du RHDP. Donc ce que le président de la République dit engage aussi nos partis. Dans l'ensemble, le discours est rassurant du président de la République, mais encore avec beaucoup de promesses. Et donc, ces promesses pour arriver à l'émergence, il faut qu'on s'organise, que le président de la République prenne toutes les dispositions pour que toutes les couches de la population s'impliquent, pour que nous voyions pointer cette émergence. Nous n'avons pas le droit de faire une opposition violente, ce n'est pas normal, mais nous avons le devoir de faire une opposition qui dit la vérité et qui dit ce qui est du terrain. Le président a indiqué les statistiques qu'il a reçues. Nous sommes des gens de terrain. Nous faisons le constat sur le terrain.
je suis marraine des jeunes sans emploi de Côte d'Ivoire. C'est des milliers de jeunes qui sont sans emploi. Et les chiffres avancés, je ne dirais pas que ce n'est pas juste, mais si c'est fait, je pense qu'il y a beaucoup encore qui reste à faire. Et que nos enfants ne travaillent pas. Et on doit encore redoubler d'efforts. Si ce qui est dit a été fait, il faut peut-être faire 2 fois plus ou 3 fois plus. De grands chantiers sont ouverts et c'est en cela que nous voulons féliciter le gouvernement et leur demander de continuer dans ce sens. Mais en même temps, ces questions qui ont été abordées, les questions de l'emploi jeune, les questions de santé, les questions de scolarité, les questions, toutes ces questions sont de grands chantiers à ouvrir réellement. Il ne faut pas rester au niveau promesse. Vous le savez, les membres de la commission centrale de la CEI sont maintenant au complet. 17 membres donc. Ils prêteront tous serment devant le Conseil constitutionnel demain à 15h. Parlant du Conseil constitutionnel, justement, 3 membres de l'institution, dont 2 dames, ont été faits officiers dans l'ordre national. La reconnaissance de la nation pour le travail accompli constitue pour ces récipiendaires un symbole fort. Ils ont reçu leur distinction en présence de nos reporters Ben Touré et Abou Sanogo. Seul le travail paye, dit le dicton. Et le travail de longues années de ces 3 membres, dont 2 dames du Conseil constitutionnel, a payé. L'État de Côte d'Ivoire leur traduit sa reconnaissance. Ils sont faits officiers dans l'ordre du mérite national. Je suis fier d'avoir servi mon pays et je suis heureuse que mon chef immédiat, monsieur le président, le professeur Francis Baudier, ait reconnu ce mérite et que ce mérite a été reconnu aussi par l'État ivoirien. Décoré dans l'ordre national, c'est vraiment un insigne honneur. Je voudrais vraiment dire merci au président de la République. Mais c'est aussi un appel à tous les Ivoiriens pour que nous puissions œuvrer ensemble pour le développement de notre pays. Pour ces récipiendaires, cette distinction n'est autre que le fruit de leur dur labeur au service de la mère patrie pendant de nombreuses années. J'ai été distingué comme commandeur dans l'ordre du mérite, commandeur dans l'éducation nationale. Aujourd'hui, je suis officier dans l'ordre national. La jeune génération devrait miser autant que possible sur l'effort continu, l'endurance et aimer son pays. Ils sont désormais inscrits dans le fichier national des personnes méritantes de l'État de Côte d'Ivoire. Ces 3 nouveaux officiers de l'ordre national ont été distingués en présence d'un président du Conseil constitutionnel ivoirien et togolais. L'Église protestante unie de Côte d'Ivoire prépare son centenaire. Le week-end dernier, elle a organisé un culte au temple Israël de Treichville pour inviter les fidèles à la mobilisation. Reportage David Mobio. Vous allez donc nous excuser pour ce problème technique. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. Hors de nos frontières, au Niger et au Burkina Faso, 6 millions de personnes sont menacées par la crise alimentaire et 100 milliards de francs CFA. C'est le montant nécessaire pour venir en aide aux populations. À Nangrin, situé à seulement 7 km de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, comme dans la plupart des villages du Sahel, il a fallu attendre la fin du mois de juillet pour semer le mil. Le ciel a tardé à ouvrir ses vannes, confirmant malheureusement les prévisions météorologiques qui annonçaient des précipitations déficitaires sur la majeure partie de la région. Malheureusement, on est en train de tendre vers l'aspect déficitaire plutôt de la campagne. Je crains que nous n'ayons à régler les problèmes de la campagne passée, mais aussi les difficultés de la campagne en cours que nous voyons avec beaucoup d'inquiétude. Cette situation tombe au plus mal. La région fait déjà face à une crise alimentaire qui touche plus de 6 millions de personnes. Au cours d'une réunion d'urgence organisée récemment à Ouagadougou, les 8 pays membres de l'UEMOA, tous touchés par cette crise, ont évalué à plus de 100 milliards de francs CFA
les besoins financiers pour prendre en charge l'ensemble des populations concernées. Nous avons reconstitué nos stocks de sécurité alimentaire. Nous avons fait un certain nombre d'actions de soutien à la production agricole et nous nous préparons vraiment pour déployer le plan de résilience au cas où la situation allait vraiment de mal en pis. Il est à craindre que cette crise ne s'installe durablement. Toujours hors de nos frontières, direction le Cameroun, où de nombreux réfugiés investissent les camps qui refusent déjà du monde. Dans ce camp situé à l'est du Cameroun, s'entassent près de 14 000 Centrafricains. Beaucoup de femmes et d'enfants, à majorité musulmane, qui tentent de recréer un semblant de vie après avoir frôlé la mort, comme cette mère de famille qui a fui Bangui et la violence des groupes armés. Nous sommes arrivés il y a 3 mois. On n'est pas trop mal installés et nos conditions de vie s'améliorent. Mais j'ai des problèmes de santé, je tousse beaucoup. Je ne sais pas quand je vais rentrer. Quand les gens commenceront à rentrer, je partirai avec eux. Ce jour-là, les réfugiés se pressent devant le bureau administratif installé par les Nations Unies. Ils espèrent obtenir un document d'identité qui leur permettrait de quitter le camp et de circuler dans le pays. Un camp surpeuplé où les réfugiés continuent d'affluer. Ils arrivent exténués, blessés, après des mois de marche et de survie dans la brousse. Au total, chaque jour, 1500 Centrafricains trouvent refuge au Cameroun, un afflux qui commence à agacer certains chefs locaux. Je n'aimerais pas qu'ils fassent du désordre. Le Cameroun est un pays de la paix et qui doivent respecter l'ordre d'ici la loi du Cameroun. Pour améliorer les conditions d'accueil des réfugiés dans l'est du Cameroun, l'ONU a déboursé 26 millions de dollars ces 6 derniers mois. Mais cela ne couvre pas les besoins des populations. Aujourd'hui, les humanitaires redoutent la saison des pluies imminente qui pourrait inonder les camps et propager des maladies. En Irak, vous allez le voir en image, les populations fuient les zones de combat et la situation humanitaire est préoccupante. La France et ses partenaires internationaux viennent en aide aux populations en distribuant de l'aide humanitaire. Pendant ce temps, les frappes américaines se poursuivent pour freiner l'avancée des islamistes. Le président américain Barack Obama a déclaré hier que les raids ciblaient la distribution d'aide humanitaire en Irak, qu'il avait autorisé 2 jours plus tôt, pourraient se poursuivre pendant un certain temps. L'Égypte, médiateur entre Israël et les Palestiniens, a appelé à un nouveau cessez-le-feu de 72 heures dans la bande de Gaza à partir de 21h temps universel. L'appel de l'Égypte a été entendu puisque les 2 parties ont accepté de respecter cette trêve qui doit débuter à minuit 1 minute heure locale. Et puis, pour terminer, sachez que Recep Tayyip Erdogan remporte l'élection présidentielle en Turquie dès le premier tour selon les résultats partiels. Celui qui est actuellement Premier ministre a été élu pour l'instant avec une majorité absolue de suffrages de 52% après le dépouillement de la quasi-totalité des bulletins. C'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. D'autres informations sur le site internet www.rti.ci. On se retrouve demain, même heure, même lieu. Bonsoir.